Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito de Simon Rochelot. Euh, Simon, cette semaine, en fait, je pense que ça a été publié la semaine passée de mémoire. J'essaie de retrouver le. En fait, même avant ça, c'était. Oui, c'est ça, c'est la semaine passée, 31 octobre. Le magazine The Atlantic a publié un texte qui s'appelle Let's Declare a Pandemic Amnesty. Qui a été écrit, je crois, par Emily Oyster. Je ne sais pas c'est qui, cette C'est personne-là. Là. une professeure d'économie à l'université Brown aux States, aux États-Unis, donc c'est ça. Donc, elle écrit ce texte-là dans The Atlantic. Et en gros, l'idée du texte, c'est de dire, bon, là, est-ce qu'on fait pas une trêve, là? Donc, en fait, c'est même plus qu'une trêve, parce qu'une trêve, c'est on prend une pause, puis après ça, on recommence à se taper sa gueule, mais c'est plutôt l'idée que, bon, là, les confineurs, les demi-confineurs, les conspirationnistes, les demi-conspirationnistes, là, c'est le temps d'arrêter de se taper dessus. Faudrait oublier ce qui s'est passé durant la pandémie, puis c'est le temps pour la grande réconciliation nationale ou internationale. Et là, on doit oublier ce qui est arrivé, faire la paix. Regarde, je partage à l'écran l'article pour que les gens puissent le voir. Donc, c'est cet article-là ici, les gens qui sont en vidéo en ce moment. Et là, on revient sur toutes sortes de choses qui ont été qui ont été mis de l'avant durant la pandémie, là, la vaccination des enfants, la distanciation sociale, les masques, les mythes. Là. Et bon, l'idée, c'est d'essayer de passer à autre chose pour en finir avec ces grands clivages, ce grand clivage-là, là, tu sais, où on avait les bons et les vertueux d'un côté et les égoïstes anti-tout de l'autre. Là. Donc, on comprend que je caricature pour qu'on mette ça dans les termes qui ont été présentés à tout le monde. Et tu es parti un petit peu de. L'élément déclencheur, ça a été ce texte-là, je crois, de Nathalie Elgrabli Lévy, qui signe maintenant tout le temps juste Nathalie Elgrabli. Fait que Mhm. je vais l'appeler Nathalie Elgrabli. C'est juste qu'on est habitué de l'entendre Ben oui. sous ce nom-là. Euh, Elle écrit Oubliez les excès de la pandémie, jamais. Et là, elle revient sur ce texte-là. Je pense qu'il t'a quand même. En fait, le petit coup de gueule de Nathalie, je pense que t'a inspiré pour écrire un texte qui est disponible sur Facebook, ce qui m'amène à dire que notre nouveau mode de fonctionnement, c'est qu'on va mettre le texte en priorité sur Patreon. Donc, les gens qui sont sur Patreon vont avoir le texte là, aussitôt que tu vas me l'envoyer, puis je vais avoir 2 minutes pour le mettre. Et quelques heures plus tard, une journée plus tard, je ne sais pas exactement quand, je vais le mettre sur le Facebook de Yann Sénéchal. Donc, vous allez pouvoir lire le texte là-dessus. L'avantage sur Patreon, c'est qu'on peut mettre des hyperliens. Donc, les gens peuvent aller voir les sources, puis donc, ça va être un petit peu plus complet, mais c'est Yann qui a eu cette idée-là de rendre les textes plus publics parce que je pense que c'est quand même d'intérêt. D'ailleurs, ce texte-là que tu as écrit qui s'appelle Le nécessaire devoir de mémoire, il a été partagé là, une cinquantaine de fois avec quand même beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires. Mhm. J'essaie de le faire pendant que je le cherche pour le mettre à l'écran. Tu peux peut-être nous dire un peu là, qu'est-ce qui t'a amené, là, en dehors de ce que j'ai dit, à écrire là-dessus. Là. Ben oui. Ben en fait, moi, c'était déjà une idée avant même que le texte de The Atlantic sorte, j'avais déjà quelque chose en tête, comme quoi que le devoir de mémoire par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans et demi était éminemment nécessaire. En fait, je pense que la première fois que j'en ai parlé publiquement, c'était au live devant le public qui a été fait au milieu du mois d'octobre, là, tu sais, en pré-show, là, quand je jasais avec quelques Patreons. Je leur avais dit, on jasait de toutes sortes de choses. Je leur avais dit, je dis, ouais, j'ai envie d'écrire prochainement sur ça, le devoir de mémoire. Je dis, j'ai pas que. Tu sais, je suis en train de brasser tout ça dans ma tête. Prochainement, je vais arriver avec quelque chose. Puis bon, c'est ça, je continue à y penser. Là, il y a eu le 31 octobre, je pense que je l'ai vu le lendemain, il y a eu le texte de The Atlantic. Et là, même avant même que Nathalie Elgrabli sorte son papier, en fait, moi, je pense que je t'avais contacté, ah, j'aimerais, ça vient me chercher, je pense écrire là-dessus. Puis là, quand Nathalie Elgrabli a publié, j'ai fait OK, ben c'est vraiment d'actualité. Puis je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes, qui avaient été soulevées par Nathalie Elgrabli, mais qu'il y avait des éléments Ouais. qui pouvaient être ajoutés de par d'autres sources, notamment ben, le fameux rapport de l'Institut Sapiens, dont vous avez passé les 4 derniers podcasts, là, la partie Patreon à décortiquer. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené là. Puis, tu sais, essentiellement, c'est qu'avant, tu sais, moi, je pense, c'est ça, tu sais,
pour reprendre un peu c'est quoi qui est dans le texte de The Atlantic, c'est qu'en gros, ce que ça revient à dire, c'est ça, c'est que, regarde, un peu comme tu as dit, c'est que, regarde, on pardonne tout. On pardonne ce qui a été dit et ce qui a été fait pendant les moments les plus sombres de la COVID. C'est aussi que, tu sais, on a tout eu des hauts et des bas pendant cette période-là. Il y en a plusieurs qui ont dit des choses qu'ils ont regrettées. Il y en a qui ont mis de l'avant les propositions, tu sais, qu'à mon humble avis, n'avaient pas d'allure. Ça fait qu'elle dit, écoutez, peu importe quel bord de l'échiquier, quel bord du spectre vous étiez, regardez, on oublie ça, on passe l'éponge, puis on passe à autre chose. Puis, tu sais, moi, ma première réaction face à ça, c'est que c'est séduisant comme idée, tu sais. Parce qu'en quelque part, qui n'a pas envie d'oublier tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans et demi? Puis là, ce qui est intéressant ici, c'est que, tu sais, Emily Oster, elle écrit dans un contexte, elle est aux États-Unis, elle écrit dans le contexte américain. Où est-ce que tu as eu des États plus confineurs que d'autres? Mais ça, quand même, ils ont quand même vécu bien moins de choses. Ils n'ont jamais vécu de couvre-feu, eux autres, aux États-Unis. Là, je ne l'avais pas mis dans mon texte parce que je trouve, dans mon texte, on reviendra plus tard, j'ai gardé quelques exemples de choses qui demeurent encore aujourd'hui. Mais tu sais, dans le texte de Nathalie Grabli, elle mentionne à un moment donné, je pense que ça vaut la peine d'être lu. Depuis mars 2020, les mesures se sont enchaînées. Confinement, distanciation sociale, bon, ça, tu as vécu ça aux États-Unis. Couvre-feu, ça, ils n'ont pas eu ça. Interdiction de rassemblement, ben, ils l'ont eu à des degrés variables. Fermeture des commerces à des degrés variables, pas mal moins longtemps qu'ici. Interdiction des déplacements interrégionaux. Point de contrôle. Fermeture des écoles, port du masque. Ça, ces 2 points-là, ils l'ont eu. Passeport vaccinal. Ostracisme à l'égard des non-vaccinés. Ils ont eu ça un peu, peut-être dans une moindre mesure, dépendamment des États. Incitation à la délation. Ben ça, on a été forts, nous autres, là-dessus ici. Puis Ouais. évidemment, comment oublier les l'hécatombe des CHSLD, les personnes mortes dans la solitude, les enterrements dans l'indignité, les familles déchirées. Quant à l'indignation qui nous appauvrit chaque jour davantage, elle résulte des décisions politiques prises pendant la pandémie. Ben, il n'y a pas juste de ça, mais c'est beaucoup de ça par rapport à l'inflation qu'on vit actuellement. Fait que tu sais, qui n'a pas envie d'oublier tout ça, là, ce dont je viens de lire? Là, je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas envie d'oublier ça en quelque part. Mais c'est parce que c'est là qu'embarque le devoir de mémoire, c'est qu'on ne peut pas oublier parce que, ben, tu sais, d'une part, si on prend juste l'hécatombe des CHSLD, ben, je pense que, tu sais, par respect, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. J'ai Hum. encore l'image aussi de la pauvre madame du Saguenay là, qui était juste avant de mourir, qui ne pouvait pas voir ses proches en dedans. Fait que là, il a fallu qu'elle sorte de sa chaise en plein hiver. Je pense même que le Journal de Montréal, le Journal de Québec en avait parlé. Tu sais, c'était pas chic. Là. Je l'ai vu à la photo, là, tu sais, dehors dans le banc de neige, puis je sais pas quoi. Là, on a vu ça qu'on avait vu une genre d'image où les médias s'étaient déplacés. Là, c'était vraiment pas édifiant. Fait que, tu sais, il y a ça qu'on peut pas oublier. Puis, ben, toutes les espèces d'affaires horribles aussi qui sont passées, que j'ai lues, parce que c'est un peu cliché, mais notamment parce qu'on ne veut pas que l'histoire se répète. Tu sais, c'est cliché de dire si tu veux savoir, si tu veux pas que l'histoire se répète, il faut que tu t'en rappelles. Ben, c'est un peu ça, puis c'est un petit peu là-dessus, puis on reviendra sur d'autres choses après, mais c'est un peu là-dessus que je concluais mon texte, c'est parce que si on veut pas, tu sais ce qu'on a vécu ces 2 dernières années et demie, là, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir dans des sociétés comme la nôtre, des sociétés libres et démocratiques. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on était en dictature, comprenez-moi bien, mais c'est parce que des suspensions de liberté à ce point-là, c'est pas quelque chose auquel on était. C'est pas quelque chose de usuel dans nos régimes. Tu sais. Puis là, quelqu'un pourrait dire oui, la COVID, c'était quand même une situation exceptionnelle. J'en conviens, mais à plusieurs égards, je pense qu'on peut s'entendre pour qu'on est allé beaucoup trop loin. L'idée, c'est de dire que si on veut pas que l'histoire se répète, il ne faut pas que ça devienne un réflexe de dire ben, à chaque crise, quelle qu'elle soit, que ce qui était l'exception devienne la règle ou devienne la généralité, de dire ben, le réflexe, c'est de suspendre nos libertés. Tu sais. Or, dans beaucoup Ben de non, c'est ça. régimes qui sont des dictatures, par exemple, ce que nous, on n'est pas, je tiens encore une fois à le dire, ben, c'est des choses qu'on voit. Tu sais, en Chine, là, sont pas encore rendus à l'étape de déclarer l'amnistie pandémique parce que les autres sont pas sortis de l'auberge encore. Là. Ils sont encore dans les patentes de mesures puis de lockdown, puis on ferme des usines. Ils sont même allés encore plus loin que ça. J'ai vu encore en fin de semaine, il y a une madame qui s'est suicidée, je ne sais plus dans quelle ville chinoise, elle s'est jetée en bas de son étage. En tout cas, les services d'urgence ils ont comme eu des problèmes à se rendre en haut parce que les portes étaient vissées en bas. T'sais. Les portes de l'édifice étaient vissées. Puis il y en a qui ont soulevé justement que ça pouvait soulever des problèmes en cas d'incendie dans les immenses tours en Chine. Il y a du monde qui reste là. Si le feu pogne, il faut que tu te rendes vite. Mais si la porte est verrouillée puis soudée en bas, ben on en convient tous que Ben c'est un oui, c'est problème. ça. Le monde qui ont été embarrés à Disney ou je sais pas quoi, puis il a fallu qu'ils prennent la fuite quand il était en train de fermer la gate à toute fin pratique. Tu te dis, c'est que ça. Eux autres sont vraiment pas rendus là. Puis si on sort du spectre covidien, ben, tu sais, des régimes que, à moindre affaire qui se passe, crise réelle ou fabriquée ou qui est surutilisée parce que ça fait l'affaire des dirigeants qui sont en place, ben, c'est un réflexe assez courant de suspendre les libertés. Fait qu'évidemment, sans dire qu'on est à l'aube de virer dictature, c'est parce que tu dis, tu sais,
faut pas s'en aller vers ça, parce que ça, c'est des genres de démarches, des procédures que, tu sais, par bien discrètement, tu vois, ben là, l'idée, c'est de ne pas prendre des mauvais plis, finalement, pas qu'on se ramasse à des places qu'on n'a pas envie de se ramasser, essentiellement. Fait que c'est ça, c'est notamment ça, le devoir de mémoire. C'est dit, ben, c'est parce que si on veut pas que les choses odieuses qui ont pu se passer ces 2 dernières années et demie se reproduisent, puis que ça nous amène à des drôles de places, ben, faut pas qu'on se rende là. C'est-à-dire, faut pas qu'on oublie ça pour pas retourner là, pour pas peut-être même aller encore plus loin ou ailleurs qu'on veut pas du tout se ramener. Et j'en ai pas parlé dans mon texte, c'est un ajout que je ferai aujourd'hui, c'est-à-dire, tu sais, le discours de l'environnementalisme, tu sais, la semaine dernière, vous avez parlé, Yann Ouais. et toi, de Greta Thunberg qui en appelle à renverser le capitalisme et tout et tout. Il y a Jeff Fillion à Radio Pirate la semaine dernière qui a sorti un texte, je ne l'ai pas devant les yeux, mais un texte du Devoir là, qui avait été publié en janvier 2021 où c'est qu'on disait à M. François Legault t'interpelle de dire de faire preuve de son excellent leadership pandémique. Lol, mais de faire appel à son excellent leadership pandémique et de l'appliquer à la sauce environnementale, d'interdire l'auto solo, d'interdire ci, d'interdire ça. Tu dis, non, Ben, non, non, on a eu une non, là. motion à l'Assemblée nationale qui a été déposée par la mairesse, la nouvelle mairesse de Longueuil du temps où elle était députée. Et elle avait dit essentiellement ça, que l'Assemblée nationale reconnaisse l'importance de prendre des mesures pour lutter contre les réchauffements climatiques, de la même importance que celle pour la lutte contre le COVID-19. Là, tu disais, attendez, est-ce que c'est le confinement climatique que vous êtes en train de nous proposer ou qu'est-ce que vous faites là? Donc, c'est des trucs qui sont assez inquiétants. D'autre part, pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, il me semble qu'il est beaucoup trop tôt pour arriver avec ce genre de truc-là. C'est-à-dire que ça fait à peine quelques mois qu'on a le gouvernement fédéral qui a gelé des comptes de banque. En fait, on est en pleine commission d'enquête sur la loi des mesures d'urgence, qui est une mesure historique et qui nous a traînés comme régime un peu dans la boue à l'international. On se souvient de Pierce Morgan qui avait ri de nous autres sur un plateau de télé britannique. Il y a toutes sortes de gens, un peu Trudeau au Parlement européen, il y avait des députés qui se levaient pour parler de ça, alors qu'ils venaient parler de je ne sais pas trop quoi. Euh, ça me semble tôt, de un, pour arriver avec ce genre de truc-là. Et de deux, c'est qu'il y a une asymétrie totale entre les deux camps qui sont opposés. C'est-à-dire, faire la paix entre qui et qui. Là. Parce que moi, ce que je vois, c'est que les gens qui étaient critiques à l'égard du gouvernement, ils ont discriminé personne, ces gens-là. Ils n'ont pas proposé de mettre des taxes à personne. Ils n'ont pas demandé à ce qu'on exclue des lieux publics personne. Ils ont pas, tu sais, donc, puis je ne dis pas qu'ils sont exempts de faute. Il y a des gens qui ont dérapé assez solidement et qui étaient méprisants envers des gens qui avaient plus peur ou quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est pas la peine de le nier. Là. Mais je pense que, tu sais, d'un point de vue social, il est question vraiment d'une majorité versus une minorité. Là. En réalité, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'il n'est pas question de couleur de peau, d'origine religieuse, mais uniquement d'opinion ou de manière de voir la gestion d'une situation de crise, là, tout d'un coup, stigmatiser des minorités, c'est devenu acceptable pour tout un chacun. Or, si, tu sais, imaginons un seul instant que, au lieu, pensez-vous un seul instant qu'on accepterait le niveau de stigmatisation qu'il y a eu envers les récalcitrants, appelez-les comme vous voulez, si ces gens-là avaient été discriminés sur la base d'un critère autre que des opinions, mais plutôt sur la base de leur religion, leur couleur de peau ou leur orientation sexuelle, par exemple. Jamais ça aurait passé. Jamais, jamais, jamais. Donc là, tu sais, en fait, c'est un examen de conscience, je pense, collectif qui est à faire, c'est-à-dire que la stigmatisation de gens, peu importe le motif, c'est jamais quelque chose de bon. Là. Parce qu'on le savait pour des questions raciales. On l'a appris avec l'histoire récente, bon, l'histoire des Afro-Américains, mais aussi l'histoire de toutes sortes de peuples, l'histoire bien évidemment, l'histoire de l'Holocauste, et tout ça, ça, on le savait. La plupart des gens ont intériorisé ça, ce concept-là, que stigmatiser des gens sur la base de leur couleur de peau, c'est pas une bonne idée. C'est pas porteur de paix sociale, puis c'est pas un beau projet. Sur la base de la religion,
on le comprend, mais il reste du travail à faire encore. Il y a encore des gens qui ont cette tentation-là. Par contre, sur la base d'opinion ou de positionnement politique, ça, on n'a rien appris encore de ça, là. On est encore à l'étape de ben lui, c'est un gars de droite, fait qu'on peut le stigmatiser, puis le traiter de con, puis d'édenté, puis de coucou, puis de malade. Ça, on est encore là-dessus, là. Puis là, j'ai pris cet exemple-là, mais ça pourrait être autre chose, là. Je ne sais pas ce que tu Ben, en penses, ça là. c'est très intéressant parce que, tu sais, bon, la plupart d'entre nous ont intériorisé le fait que c'est pas bien de discriminer sur des bases sociales, culturelles, ethniques, etc. Mais quand on pense aux non-vaccinés, puis c'est un des autres drames de la pandémie, c'est que parmi les non-vaccinés, oui, tu en avais des purs et durs anti-vaccins, tu avais certains conspirationnistes, tu avais des récalcitrants, des gens qui ne voulaient pas du tout adhérer aux mesures, mais tu avais beaucoup de gens démunis, tu sais, des gens issus de l'immigration qui ne parlaient pas la langue, qui n'étaient pas bien intégrés, qui n'avaient pas nécessairement les ressources, qui n'avaient pas. Il y en a qui pouvaient souffrir de maladies mentales, bon, il y en a qui avaient toutes sortes de problèmes. Puis, on a fait un genre d'amalgame. Puis, tu sais, justement, les mêmes gens, souvent, qui, à juste titre, selon moi, vont défendre ces gens-là qui sont plus démunis. Ben, ils ont tous mis non, il faut tous les taxer, puis c'est tous des caves, puis il faut les ostraciser, puis ils ont tous mis ensemble. Il y en a quelques-uns qui ont fait la nuance, je tiens à le dire, mais la plupart qui étaient dans ce discours-là, les ont tous mis ensemble. Puis ils n'ont pas fait de distinction. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évacué de leur discours le fait de dire ouais, ben, c'est parce qu'il faudrait quand même faire attention, parce qu'il y en a justement des gens qui sont peut-être qui sont pas tous là ou qui n'ont pas en mesure de comprendre. Mais ça a été évacué du discours finalement. Fait qu'ils sont comme en quelque sorte permis de discriminer qui veulent, même s'il y a des gens que Mmh. normalement qu'on essaie de ne pas discriminer, en évacuant les réalités qui étaient propres de ces clientèles-là, finalement. C'est quand même odieux. C'est pour ça aussi que, tu sais, en quelque part, le devoir de mémoire, ça vient de rejoindre la notion d'imputabilité dont moi je parle, Nathalie El-Grabli parle également dans son texte, c'est que tu sais, j'en parle, les médias, tu sais, ben, que ce soit les médias, que ce soit le politique, que ce soit les scientifiques, c'est les médecins pas tous les médecins, mais certains médecins qui étaient malheureusement médecins ou autres scientifiques, certains étaient beaucoup en recherche de végétariat, là. Puis encore une fois, c'est pas tous ceux qui prenaient la parole à la TV qui étaient dans cette dynamique-là, là, ou à la radio, peu importe, je tiens à le dire, mais c'est que ces gens-là, il y avait pour mission de nous informer, surtout dans une période aussi anxiogène que celle-là. Ce qu'il y avait de faire, c'est nous informer de la manière la plus objective possible et la plus exempte de jugement de valeur. Or, malheureusement, certains, il y en a qui diraient beaucoup, moi, parfois, certains diraient trop souvent, qui ont failli à cette mission-là. Fait que, tu sais, je me dis, tu peux pas avoir j'ai envie de le nommer, mais je ne le nommerai pas. Là, ce sont facilement identifiables. Tu ne peux pas avoir des chroniqueurs médiatiques que là, ils ont chialé pendant des mois contre les touristes tatans, que là, maintenant, tu sais, on passe à autre chose, puis ils se mettent à chialer contre les anglos, puis à un moment donné, quand ça ne fera plus, ben, ils retourneront à leurs vieilles amours, c'est-à-dire les femmes voilées. Il faut qu'il y ait une forme d'imputabilité en quelque part. Puis je ne dis pas qu'il faut les mettre en prison, c'est pas ça. Je dis même pas qu'il faut qu'ils perdent leur job. Là. Mais c'est pas, je me dis, il faut qu'il y ait une forme de sanction. Tu sais. Idem pour le politique. Le politique, tu as quand même plus de gens qui ont voté contre la CAQ que pour la CAQ, mais l'empêche, la manière, puis là, je ne veux pas relancer le débat de la réforme du mode de scrutin, c'est pas ça, mais le fait est, c'est qu'il n'y a pas eu de sanctions politiques suite aux résultats électoraux pour la CAQ. Au contraire, elle a augmenté son nombre de sièges, je crois qu'elle a augmenté son pourcentage un peu aussi, si j'y vais de mémoire. Mais tu dis, il n'y a pas eu de sanctions, même certains diraient, parce que c'est ça qu'on a vu dans d'autres juridictions, notamment en France, c'est que tu as un groupe d'âge qui a reporté. En fait, les gouvernements en place ont été reportés au pouvoir par la clientèle qui avait le plus peur, à juste titre, de la COVID, finalement. Mais OK, ça, je la comprends, cette dynamique-là. Puis en tant que tel, je ne veux pas me moquer ou blâmer les gens plus âgés qui étaient plus à risque, qui étaient moins affectés souvent par les mesures d'avoir voté pour la CAQ ou, par exemple, en France, d'avoir élu Emmanuel Macron. Mais le fait est, c'est que, à mon humble avis, le politique aurait dû être sanctionné. Il n'a pas été sanctionné. Puis là, ben, pour ce qui est des gens à la recherche de végétariat, c'est un peu le même principe aussi. C'est que là, tu as eu le discours pandémique. Là, maintenant, c'est des gens qui n'étaient pas nécessairement habitués à ça, à ce moment de gloire-là, d'avoir de l'attention médiatique. Est-ce qu'ils vont Ouais. maintenant y aller sur le thème des changements climatiques ou sur autre chose pour rester pertinent d'un point de vue de l'actualité? Mais il ne faut pas tomber là-dedans. Puis en quelque part aussi, quand tu as mentionné la commission, je pense que c'est la commission Rouleau, je me rappelle bien, là, qui a lieu à Ottawa présentement, ben, c'est parce que c'est Ouais. ça. Parce qu'avant de parler d'amnistie, ça, Nathalie El-Grabi le dit très bien dans son texte, c'est que ce que Emily Foster dans The Atlantic nous invite à faire,
En réalité, c'est pas une simple amnistie, c'est de tomber dans l'amnésie. C'est pour ça que je parlais au début. Qui n'a pas envie d'oublier Ouais. absolument tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans et demi? Mais c'est parce que, tu sais, pour en arriver à une réconciliation, ben encore faut-il la faire l'équivalent d'une genre de commission vérité et conciliation. Peut-être pas besoin Ouais, de la c'est faire dans ça. un cadre formel, mais il faut passer au travers de cet exercice-là de manière collective, d'essayer de comprendre d'un et l'autre d'où est-ce qu'on venait. Puis s'il y en a qui ont dérapé, ben ça mérite d'être souligné. Il doit y avoir une certaine forme d'imputabilité. C'est pas en oubliant que tout va se régler. Ce serait bien le fun si ça marchait de même, mais non, ça marche pas comme ça. C'est pas en oubliant ce qu'on a vécu que les tensions sous-jacentes vont s'amenuiser, malheureusement. Ça Ben fonctionne pas non, comme ça. puis moi, un des trucs qui m'a surpris dans le texte de Madame Oster, justement, qui est pas le dernier des pieds de céleri, là, je tiens à le souligner, là, je veux dire, c'est de ce que je comprends, c'est une économiste, elle a étudié à Harvard, aussi à l'université de Chicago, donc c'est pas, je veux dire, elle a écrit quelques bouquins, elle écrit dans The Atlantic, dans le Wall Street Journal, donc tu sais, je lui lance pas la pierre là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé son article par moment, mais d'une naïveté. Si on compare ça avec justement ce qu'on a parlé dans le podcast sur les parties Patreon, sur le travail qu'a fait l'Institut Sapiens pour décortiquer tous les biais cognitifs qui ont joué dans cette affaire-là. Tu sais, je te lis juste quelques passages puis du texte de The Atlantic, puis là, je le traduis dans mes mots, là, mais pour les gens. Là. Mais elle dit la désinformation était et reste un énorme problème, mais la plupart des erreurs ont été commises par des personnes qui travaillaient sérieusement pour le bien de la société. Donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est ben, les gens sont tous bien intentionnés, fait qu'on peut pas en vouloir aux gens qui sont bien intentionnés. Et là, je continue dans l'article. Un peu plus loin, elle dit puis là, regarde, je le paraphrase, là, mais elle dit, moi, elle dit, je fais partie de ceux, de la minorité à un moment donné qui a dit les écoles doivent rouvrir. Ça, elle dit, là, je pense que c'est dans un petit peu après, là, tu as des trucs lecture recommandés sur le côté, là, mais c'est dans ce paragraphe-là. Et elle dit, et là, qu'est-ce que je disais? Je disais, ben, parce que les enfants ne sont pas à risque. Et là, elle dit: «J'ai reçu des messages où on me traitait de tueuse de profs et de génocidaire». Et là, elle dit: «C'était pas agréable, mais ça venait de bons sentiments». Ouais. Ben, je suis pas sûr, moi, que ça venait de bons Non. sentiments, là. Tu sais, il y a des gens puis la naïveté là-dedans, elle vient de l'idée que mais toutes les pires saloperies qui se sont faites dans l'histoire, les gens les ont faites en étant persuadés de faire le C'est bien, là. vrai. Mais pensez-vous que les régimes qui dérapent et qui stigmatisent des gens, pensez-vous que les gens qui sont à la tête de ça pensent qu'ils font du mal? Ils sont persuadés que c'est pour la grandeur de la Chine ou la grandeur de la Russie ou la grandeur. Encore une fois, je ne compare pas les régimes, les démocraties occidentales à ces régimes-là, mais c'est juste l'idée de dire que, en fait, on dirait qu'elle part du principe que les gens les gens qui se sont mal comportés, ils l'ont fait tout bonnement, mais de manière naïve. Et puis, les insultes qui étaient balancées, les menaces, la délation. Mais écoute, c'était vraiment fait par des gens qui avaient le cœur sur la main. Or, moi, j'ai plutôt l'impression que on a vu de la nature. Il y a des gens qui ont une nature plutôt. Comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui ne sont pas tout à fait des super, super bonnes personnes et qui ont vu dans cette crise-là l'occasion de le montrer, là. Parce que c'était bien vu socialement d'y aller avec des jugements de valeur désobligeants, d'y aller avec de la délation. Tu sais, en temps normal, la délation, c'est très mal vu. Là, c'était bien vu. Ou en tout cas, c'était pas mal vu. Tu sais, puis d'y aller, à un moment donné, il y avait une espèce de surenchère de qui va avoir l'air le plus rough. Tu sais, là, tu avais, bon, je sais pas trop, là, des François Lambert de ce monde avec des déclarations. Ceux qui respectent pas le couvre-feu, on devrait leur donner 10 000 d'amende. Ah ouais, pourquoi pas les mettre en prison aussi, tu Ouais. sais, un coup parti. Donc, tu sais, honnêtement, je trouve que son propos est naïf. En fait, la seule affaire qui transparaît là-dedans, c'est que peut-être qu'elle est une bonne personne. Ouais. Elle est prête à pardonner à des gens qui ont manqué de respect ou qui ont crié par la tête. Mais je pense pas que cette forme de naïveté-là,
ou en tout cas en fait, elle est ce qu'on l'appelle en bon québécois une Roger Bontemps. C'est-à-dire quelqu'un qui, ben c'est pas pire que ça, puis écoute, c'était bien intentionné, puis il a pas fait ça pour mal faire. Mais tu sais, à un moment donné, si quelqu'un met le feu chez vous, même s'il a pas fait ça pour mal faire, puis c'est un accident, vous êtes quand même en droit d'être fâché devant son, tu sais, je veux dire, son manque de jugement sur pourquoi il a essayé de pas tu sais, oui, c'est un accident, tu as mis le feu dans le salon, tu voulais juste te réchauffer, mais c'était pas brillant pareil de faire ça, là. Tu sais, c'est Non, non, c'est ça. Non, non, ben oui, c'est ça. Tu dois être. D'où l'importance de l'imputabilité, encore une fois. Mais tu sais, effectivement, je pense qu'Emily Foster, oui, c'est naïf, mais tu sais, je la connais pas du tout. Fait que je me dis, je pense qu'elle est sincère. Je pense qu'elle croit ce qu'elle dit. L'affaire, c'est que, encore une fois, tu sais, je mentionnais plutôt que ça, elle est aux États-Unis. Fait qu'il y a le contexte américain, puis il y a le contexte c'est ça. québécois, canadien. Parce que pour parler d'amnistie, puis je le mentionne dans mon texte, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, encore faudrait-il que les hostilités soient terminées. Tu sais, les messages qu'elle dit avoir reçus quand elle demandait de rouvrir les écoles, puis qu'elle disait, je pense, que ça venait d'un bon fond, même si je pense que toi et moi, on est en désaccord, c'était plus. Tu sais, je veux dire, les appels à la haine, puis tout ça, moi, je pense pas que ça part d'un bon fond, là, au départ, Non, là. je penserais pas, Mais là. l'affaire, c'est qu'il y a encore du monde qui tiennent ce genre de discours-là, ou que ce soit des messages de haine, ou que, tu sais, des fois ça frôle la diffamation, des fois, c'est carrément juste de l'insulte gratuite. Je veux dire, encore aujourd'hui ou ces derniers jours, moindrement que tu te promènes sur Twitter, tu vois encore certains qui sont encore le dernier noyau dur de gens plus, tu sais, qui demandent des mesures restrictives, tu sais, qui vont critiquer leurs collègues ou, tu sais, ou quoi que ce soit, qu'eux autres ils ont une approche maintenant de dire, ben, il faut tourner la page tranquillement, Les choses que je vais raconter sur Twitter, ça n'a aucun bon sens. Fait que tu sais, encore une fois, pour arriver à l'amnistie, encore faudrait-il que ce soit fini, c'est que vous ayez arrêté, ce qui n'est pas le cas. Récemment, c'était-tu, je pense, que c'était il y a 2 dimanches, quand Guillaume Lepage a encore fait un commentaire sur Éric Duhem, à Tout le monde en parle. Je veux Ben dire, oui, bon, où on met tout le monde dans le même panier. La madame de l'Alberta, c'est une folle, Éric aussi. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben là, si vous voulez, tu sais, en fait, c'est le même débat qu'avec la guerre un peu culturelle gauche-droite qu'on voit ben oui, aux États-Unis, puis qu'on voit de plus en plus ici. C'est-à-dire que, OK, on fait l'amnistie, mais l'amnistie, ça signe. euh, Ça, c'est un deal que tu passes quand la guerre est finie, là. Pas ouais. tu fais pas ça en plein milieu des combats, là, parce que là, je veux dire, les plaies sont encore ouvertes, là. C'est un peu ça l'idée, c'est que puis est-ce qu'on a le recul nécessaire pour bien évaluer? Moi, j'ai pas l'impression qu'elle évalue très bien, la portée de ce qui s'est produit parce que, tu sais, je veux dire, il y a carrément quelque chose de naïf là-dedans. Puis elle, ça part très probablement d'un bon sentiment. Tu sais, quand elle dit il est maintenant crucial de passer à autre chose car la pandémie a créé de nombreux problèmes que nous devons maintenant résoudre. Ben, effectivement, je veux dire, qui peut être en désaccord avec avec ce que je viens de lire? Effectivement, il y a des problèmes qui sont créés par ça. Bon, là, on parlait d'inflation, mais ça peut être des problèmes d'apprentissage chez les enfants, perte de mobilité chez les personnes âgées qui ont été surprotégées. Bon, effectivement, mais là, de là à dire que, tu sais, je veux dire, ceux qui ont exclu des gens de leur famille, là, sur la base de ces trucs-là, là, et oubliez jamais que il y a des gens il y a des amitiés qui sont brisées, il y a des couples qui sont brisés sur la base d'opinions au final. C'est quand l'opinion, c'est quand même, je veux dire, c'est normalement dans une société évoluée, on serait capable d'entendre les opinions des autres, là. C'est Ben pas oui, mal ben ça, là. oui. Ben oui, ben oui. Puis c'est parce que tu sais, ça, on s'était écrit là-dessus en privé, toi et moi. Tu sais, on peut plus facilement pardonner à nos proches, ou tu sais, des membres de la famille, des amis, des connaissances, peu importe. Tu sais, des gens, encore une fois, des gens du monde des médias, des politiciens, ou tu sais, des gens qui avaient une crédibilité de par leur statut d'expert, qui ont carrément dérapé, puis que ça a eu des effets, tu sais, vraiment néfastes sur le climat social. En quelque part, moi, ce que je vois là-dedans, dans le texte de Auster, puis je suis un peu là aussi, c'est que c'est le nécessaire besoin de réconciliation tu sais, pour passer à autre chose puis traiter d'autres enjeux. Mais encore une fois, c'est parce qu'on ne pourra pas le faire sans passer au travers d'un exercice d'imputabilité puis de décortiquer, de vraiment faire une autopsie de la crise, de ce que l'Institut Pasteur a très bien fait. Tu sais, pas l'Institut Pasteur, pardon, l'Institut Sapiens, c'est de passer au travers de nos biais pour éviter que dans des futures crises, indépendamment de leur intensité, qu'on ne retombe pas là-dedans. Puis aussi, oui, s'il y en a qui sont allés trop loin, ben je m'excuse. Je pense qu'au contraire, justement,
afin de pouvoir se réconcilier au sens plus large au sein de la population. Ceux qui sont allés vraiment trop loin doivent être rappelés à l'ordre. Je ne dis pas nécessairement en fait, je dis pas des mettre en prison, je dis pas de leur faire, je dis pas nécessairement de leur faire perdre leur job, mais il doit y avoir et ils ne peuvent pas s'en tirer aussi facilement finalement. C'est un peu dur comme message, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas s'en tirer aussi facilement Ben, que ça ça passe par finalement. un cheminement intellectuel aussi, tu sais, Mais oui, individuel. À un moment donné, les gens qui ont dérapé, ils peuvent s'excuser aussi. ouais, Ils peuvent faire amende honorable. Tu sais, moi, je pense que ce qu'a fait le gouvernement de l'Alberta, c'est la chose qui est. En fait, c'est oui, ça qui est à faire. Si vous voulez déclarer l'amnistie, puis oublier, puis tout ça, parfait. Mais ça commence comment? Ça commence par reconnaître ses erreurs. OK, à l'époque, on pensait ça, on s'est trompé, puis on s'excuse. Sur ce point-là, par exemple, on pense encore qu'on avait raison. Puis on se trouve, tu sais, il y a un exercice qui est à faire là-dedans. Or, on est toujours dans une espèce de fuite en avant de non, 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 mais ça change à tout le temps. Puis, tu sais, je veux dire, François Legault qui s'en va se dire qu'il se donne une note parfaite, là. Je veux ouais. dire, c'est pas avec ça qu'on va faire l'amnistie, là. Non, non. Tu sais, je veux dire, tant et aussi longtemps qu'ils sont dans ce minding-là, que tout le monde n'avait pas raison, puis qu'eux sont parfaits, là, il n'y aura aucun. Il y aura jamais rien de bon qui va sortir de là. Non, non. Puis aussi, tu sais, les mots doivent vouloir dire quelque chose. Vous en avez parlé souvent dernièrement, Yann et toi, puis j'embarque là-dessus à 110%. Tu sais, c'était-tu Denise Bombardier qui avait dit que Daniel Smith était fasciste, justement, parce que là, je n'avais pas trop compris, là, mais en gros, Ouais, parce ouais, ouais. qu'elle frayait avec supposément des complotistes. Puis bon, bref, mais c'est parce que tu dis, ça, vous l'avez dit souvent dernièrement, les mots doivent valoir quelque chose, d'une part. Puis encore une fois, tu peux pas parler d'amnistie quand tu balances des termes comme ça. Tu sais, c'est comme, je crois, c'était il y a quelques semaines, là, quand sur la page Facebook, là, quelqu'un disait là, fallait être accusé de crimes contre l'humanité puis de négligence criminelle. Tu sais, j'étais en train, juste pour, j'allais dire pour rire, mais vraiment pas. En fait, là, je suis sur Google, là, comme dirait M. Charret. Là. J'ai tapé Ouais. Milosevic de Hague. Milosevic, en fait, je pense qu'il faut le dire, de Hague. On a eu toute la misère du monde à amener Slobodan Milosevic dans un tribunal pour ses vrais crimes contre l'humanité. Puis là, ce serait les gens du podcast de Yann Sénéchal qu'il faudrait accuser de crimes contre l'humanité. Je veux dire, voyons, on l'a arrêté, là. Je veux dire, les mots doivent encore vouloir quelque chose. Mais si t'es dans ce registre-là, si quelqu'un m'arrive avec des propos comme ça, je ne peux pas m'inscrire dans une dynamique de réconciliation puis de déclarer l'amnistie. Ben, en fait, on n'est même pas à l'étape de l'armistice, en fait. Ben Donc, non, c'est ça. Exact. franchement, là. C'est carrément ça, là. Écoute, on poursuit pour quelques minutes la Oui. discussion sur Patreon. Il y a une couple de petites affaires dans l'actualité que j'avais retenues Mhm. qu'on pourrait jaser, mais sinon, je suis bien ouvert aussi à s'il y a quelque chose qui a retenu ton attention. Fait que les gens qui s'intéressent à tout le temps, on a tout le temps des petites affaires intéressantes sur Patreon. Fait que joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.